Tenu une vie extraordinairement aventureuse. Ah, vous êtes avec moi ou pas? Allô? Oui, on vous entend. On vous entend. Parce que moi, je Tout vois est plus OK. rien. Moi, je vois plus rien. Alors, c'est possible qu'il y ait des interférences, mais moi, je vous entends et tout le monde vous entend. Tout le monde m'entend. Bon, très bien. Alors, je continue. Donc, Napoléon, donc, comme vous le savez, conquiert l'Égypte en 1798. C'est l'expédition d'Égypte. Il va rester en Égypte un peu moins de 2 ans. Et ce qui est généralement moins connu, sauf évidemment des Israéliens et des autres habitants du Moyen-Orient, c'est que Napoléon va également tenter de conquérir la Palestine, Eretz Israël, la Terre Sainte, selon les différents noms que l'on voudra lui donner. Ce que je voudrais, je ne vais pas m'étendre, bien que ça mériterait tout à fait un, un long exposé historique et une longue discussion historique, mais je ne vais pas m'étendre sur ni l'expédition d'Égypte, ni l'expédition de Napoléon en Terre Sainte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette expédition est un véritable séisme pour le monde proche-oriental, pour le monde islamique. Le monde islamique a connu des hauts et des bas depuis, disons, la naissance de l'islam au 7e siècle de l'ère chrétienne. Il a connu des hauts et des bas et au XVIe siècle, par exemple, le monde islamique semblait être en pleine expansion, notamment à travers l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, au XVIe siècle, contrôle toute la péninsule des Balkans, il contrôle la Hongrie, il contrôle une partie de l'Ukraine, il contrôle directement ou indirectement le Caucase, il contrôle tout le Moyen-Orient, aussi bien du côté du Levant que de la Mésopotamie, il contrôle l'Égypte, il contrôle toute l'Afrique du Nord, sauf le Maroc. Donc c'est un empire tout à fait immense. Et l'Empire ottoman connaît un certain nombre de revers, mais dans l'ensemble, on va dire qu'en 1799, il correspond encore à peu près à ce qu'a pu être, à ce qu'il a pu être au moment de son apogée au XVIe siècle. Il a reculé en Europe, il a perdu la Hongrie, il a perdu l'Ukraine, il a perdu la rive noire de la mer Noire, mais enfin, pour l'ensemble, dans son ensemble, il continue pour le reste à s'étendre en Europe, dans les Balkans, en Asie, en Anatolie et dans l'ensemble du Levant et de la Mésopotamie, et en Afrique du Nord, continue à s'étendre sur l'Égypte, la Libye, la Tunisie et l'Algérie. 1798-99, Napoléon débarque et du jour au lendemain, cet empire, on peut dire que virtuellement, il s'effondre. Et avec lui, c'est toute une civilisation qui s'effondre. En effet, l'armée française qui débarque se révèle incomparablement supérieure à toutes les armées musulmanes, l'armée des Mamelouks en Égypte, puis l'armée turque, l'armée officielle de l'Empire ottoman qui va tenter de le combattre en Palestine, en terre d'Israël. Les Français, tout simplement, disposent à la fois de méthodes militaires et d'une technologie militaire absolument sans comparaison avec ce dont disposent les meilleures des armées musulmanes au même moment. C'est la révélation de la supériorité absolue que les Occidentaux ont acquis, en gros, au cours du XVIIIe siècle. L'ère des Lumières, c'est avant tout l'ère des progrès technologiques, et ces progrès scientifiques et technologiques, c'est l'affaire de l'Occident. L'Occident se mesure pour la première fois à travers Napoléon à ce qui n'est pas l'Occident, à l'Orient, et
Du jour au lendemain, on a la démonstration que face à l'Occident, désormais, l'Orient, virtuellement, n'existe plus. Bien entendu, l'Empire ottoman ne disparaît pas du jour au lendemain, mais à partir de ce moment, il devient ce que l'on a appelé l'homme malade. C'est-à-dire qu'il est clair que son impuissance ne va faire que s'accroître et peu à peu, cet empire va se démembrer. Certaines parties extérieures de l'empire deviennent rapidement indépendantes ou quasi indépendantes, et puis peu à peu, au fur et à mesure qu'on avance dans le 19e siècle, au fur et à mesure qu'on avance dans le début du 20e siècle, eh bien, pratiquement, c'est tout l'empire comme un jeu de dominos qui se disloque et qui laisse place à de nouveaux États ou bien encore à des territoires qui passent sous contrôle direct de l'Occident. Alors, je voudrais essayer de revenir sur ce que signifie cette révolution. D'abord, il y a ce que j'appelais la domination occidentale brute. La domination occidentale brute, c'est cette supériorité scientifique, technologique, militaire, qui est un fait désormais absolument incontournable. Deuxièmement, les Occidentaux, s'ils sont militairement, technologiquement, scientifiquement supérieurs, ils sont également supérieurs sur le plan de la démographie. Ils connaissent un développement démographique exponentiel, alors que le reste du monde, et en particulier le Moyen-Orient islamique, est en situation de stagnation, sinon parfois de déclin. Ils connaissent un développement économique absolument phénoménal, parallèlement aux autres développements. Les Occidentaux contrôlent sur le plan mondial, ils contrôlent ce qu'on va appeler l'argent, c'est-à-dire qu'un Occidental apparaît dans n'importe quelle région du monde, il a, et les non-occidentaux ne comprennent pas pourquoi et comment, mais il a des ressources financières qui semblent être illimitées. Les Occidentaux ont un savoir qui est absolument incontournable. Tous les pays non occidentaux progressivement comprennent que s'ils veulent simplement survivre, ils sont forcés d'acquérir le savoir occidental. L'école est donc occidentale à partir de Napoléon et va l'être de plus en plus tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les Occidentaux, et ça c'est tout à fait essentiel, les Occidentaux disposent d'une médecine de plus en plus performante. Non seulement, on va dire qu'ils ont de bons médecins qui permettent de soigner un certain nombre de maladies ou d'opérer un certain nombre d'infirmités, mais en plus, les Occidentaux disposent de moyens quasi magiques de mettre fin à des maladies qui semblaient être en quelque sorte des fatalités ou bien des fléaux de Dieu envoyés périodiquement. Les Occidentaux arrivent avec une pharmacie et avec des méthodes d'hygiène qui font reculer du jour au lendemain les causes principales de mortalité dans le monde non occidental. Enfin, les Occidentaux contrôlent les transports. Dès 1800, dès 1798-99, les Occidentaux arrivent avec une flotte, avec des bateaux, ce sont encore des bateaux à voile, des bateaux construits encore en bois et avec des voiles et qui se meuvent avec le vent, avec des voiles, mais ce sont des bateaux infiniment mieux conçus que tout ce que peut aligner au même moment le monde islamique. Ce sont des bateaux plus rapides, ce sont des bateaux plus sûrs, ce sont des bateaux qui, en cas de combat, disposent d'une supériorité évidente sur les bateaux ennemis. Quand je dis en cas de combat contre une puissance islamique, ou bien encore en cas de combat avec les pirates qui sont très nombreux dans les régions maritimes islamiques à ce moment-là.
Mais bientôt, les Occidentaux vont disposer d'autres moyens de transport. Les bateaux à voile vont céder à des bateaux encore plus sûrs et plus rapides, les bateaux à vapeur. Et sur le plan terrestre, les Occidentaux savent construire des routes comme on n'en a pas construit depuis les Romains, savent construire des ponts comme on n'en a pas construit depuis l'époque des Romains, et bientôt, ils vont disposer de moyens de transport encore plus stupéfiants. Ils vont disposer bientôt du chemin de fer, cet incroyable chemin de fer qui transporte, semble-t-il, à la vitesse de l'éclair, les hommes et les marchandises sur des distances infinies. Et tout à fait à la fin du XIXe siècle, ils vont même disposer d'engins qui, sur les routes, en dehors des voies ferrées, vont pouvoir se mouvoir sans chevaux, ce sont les automobiles, et ils vont également disposer, comme vous savez, de moyens de voyager dans les airs, d'abord le ballon, mais surtout l'avion qui apparaît dans les premières années du XXe siècle. Alors, quand le monde islamique est confronté à une telle surpuissance occidentale, il ne peut que s'incliner, il ne peut que, au mieux, chercher à imiter l'Occident pour essayer de retrouver un semblant d'égalité avec lui. Il n'y parvient que... En fait, le monde islamique ne va pas réellement y parvenir en dépit de ses efforts. Et cette supériorité occidentale va se traduire d'une façon ou d'une autre par une domination politique quasi totale. Soit que les États islamiques soient démembrés sous le contrôle de l'Occident et au profit de l'Occident, c'est-à-dire que, par exemple, des États, de petits États indépendants, notamment de petits États chrétiens, soient constitués sous un quasi-protectorat occidental, soit encore qu'il y ait une colonisation directe, ou bien encore, pour les quelques États musulmans qui préservent au moins une indépendance nominale, c'est le cas de l'Empire ottoman, bien qu'il régresse territorialement de manière extrêmement rapide, ce sera le cas de l'Iran, ce sera le cas de l'Égypte, une province ottomane qui accède à une certaine autonomie puis à une quasi-indépendance au cours du XIXe siècle. Même les pays qui sont nominalement indépendants, les pays du monde islamique qui sont encore nominalement indépendants, en réalité sont contrôlés par les Occidentaux. Cela est vrai en particulier de l'Empire ottoman. Alors l'Empire ottoman, déjà, il a été frappé de plein fouet par Bonaparte en 1799. Il ne réussit à, disons, arrêter Napoléon en Palestine que grâce à l'appui d'une autre puissance occidentale, les Anglais. Donc, disons que les Turcs ottomans sauvent la mise, mais alors vraiment de justesse face à Napoléon. La grande date, c'est 1827. 1827, que se passe-t-il? Il se passe que les Grecs de l'Empire ottoman se sont révoltés contre la domination musulmane, la domination turque. Et en 1827, 3 pays européens, 3 pays chrétiens, la Russie, la France et l'Angleterre, décident de porter aide aux insurgés grecs. Et ils détruisent, à la bataille de Navarin, en mer Égée, ils détruisent la flotte ottomane, mais aussi la flotte égyptienne qui passait pour être plus moderne que la flotte ottomane. À partir de ce moment-là, l'Empire ottoman sait qu'il ne peut plus gagner de guerre du tout face aux Occidentaux et qu'il doit donc essayer de composer avec eux. Mais il faut bien voir ce que cela signifie devenir un homme malade. En 1832, au début des années 1830, le vice-roi ottoman pourtant d'Égypte, Mehmet Ali, qui pratiquement est devenu un souverain indépendant dans sa province et qui a fait un effort considérable pour se moderniser, c'est-à-dire pour créer une armée sur le mode occidental,
pour faire venir des spécialistes occidentaux, créer une économie de type occidental, mais Mehmet Ali se lance purement et simplement dans la conquête de l'Empire ottoman. Son but est de prendre le pouvoir à la place de la dynastie ottomane. Il est arrêté par une intervention russe, française et anglaise. Il va pourtant occuper pendant une dizaine d'années la Palestine et une partie de la Syrie. Et cela va avoir de très grandes importances, nous allons le voir un peu plus tard, sur Eretz Israël, sur ce que les Occidentaux appellent alors la Palestine. Les habitants même ne parlent absolument pas de Palestine, nous le verrons un petit peu plus tard. L'Empire ottoman va passer de facto sous un protectorat d'abord franco-anglais, et protectorat signifie des ingérences de plus en plus lourdes de la part des protecteurs. Puis ce sera un protectorat plus anglais que français. Et finalement, au début du XXe siècle, les Turcs ottomans vont tenter d'échapper à la domination franco-anglaise ou aux ingérences d'un autre pays occidental, européen, les Russes, en se tournant vers les Allemands. Ils vont se dire que tant qu'à faire, mieux vaut faire une alliance avec l'Allemagne que passer sous le protectorat des Français, des Anglais et des Russes. Mais concrètement, on peut dire qu'à partir des années 1827-1832, l'Empire ottoman n'est pratiquement plus un pays indépendant. Il ne survit que grâce aux bonnes grâces, grâce à la protection, grâce à l'aide d'un certain nombre de pays européens. Ce ne sont pas toujours les mêmes, mais sans l'Europe, il n'y a plus d'empire ottoman. Alors, ça a beaucoup de conséquences. La conséquence numéro 1, c'est que les puissances européennes qui interviennent dans l'Empire ottoman, qui le protègent mais qui en même temps interviennent dans son sein, ces puissances vont s'intéresser aux populations non musulmanes de l'Empire. Cela remonte à une vieille tradition très ancienne, ce qu'on appelle le régime des capitulations. Disons que même à l'époque de leur apogée, les sultans ottomans avaient accepté que telle ou telle autre puissance chrétienne protège soit des marchands chrétiens au sein de l'Empire, soit même parfois des communautés chrétiennes au sein de l'Empire. Mais ce qui n'a été pendant très longtemps qu'une sorte de concession, toujours révocable, toujours précaire, devient un véritable... Allô, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? On entend. Devient une sorte de nouveau démembrement par l'intérieur de l'Empire. Disons que, en gros, les populations qui vont se réclamer du catholicisme, cela concerne notamment beaucoup de chrétiens d'Orient qui ont des rites très différents de l'Église catholique proprement dite, mais qui reconnaissent l'autorité du pape. On les appelle les Grecs catholiques, les Maronites, etc. Ces populations sont sous le quasi-protectorat de la France et à un moindre degré de l'Autriche, puis de l'Italie, quand l'Italie devient à son tour une puissance. Les chrétiens orthodoxes, quelle que soit, disons, leur communauté, il y a beaucoup de, de sous-communautés au sein du monde chrétien orthodoxe. Les chrétiens orthodoxes sont généralement sous le protectorat de la Russie. Enfin, les autres minorités, alors sont des minorités chrétiennes ou non chrétiennes, ça regroupe aussi bien les juifs que toutes sortes de petites communautés pas très
pas très musulmane en quelque sorte. On a entendu parler bien sûr des Druzes, on a entendu parler plus récemment des Yézidis, on a entendu parler de toutes sortes de petites sectes qui occupent la région, qui sont parsemées à travers la région. Donc toutes ces petites minorités ainsi que les Juifs sont généralement sous la protection des Anglais, puis des Américains, et quelquefois, c'est notamment le cas des Juifs, dans une certaine mesure, la protection également de l'Autriche. Cette protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, les notables de ces communautés s'arrangent pour se faire décerner la nationalité du pays chrétien protecteur, et à partir de ce moment, ces notables échappent à la juridiction ottomane, et disons que ça les met en situation de force vis-à-vis de leurs interlocuteurs ottomans. Ils sont en mesure de négocier, ils sont en mesure d'imposer en réalité le rejet d'une partie de la législation et du contrôle ottoman. Donc il y a une sorte de fragmentation de l'intérieur de l'Empire par le biais de cette protection accordée aux puissances occidentales à toutes les minorités non musulmanes de l'Empire ottoman, qui est fondamentalement l'empire du sultan calife, c'est-à-dire l'empire de l'islam par excellence. Qu'est-ce qui va se passer par réaction dans le monde ottoman? Il va y avoir trois mouvements qui vont tenter de réagir à cette mainmise occidentale. Le premier mouvement, c'est le panislamisme, c'est-à-dire l'idée que tous les musulmans du monde, y compris ceux qui n'étaient pas des sujets directs du sultan calife ottoman, doivent se regrouper autour de la Turquie ottomane et autour du sultan calife. C'est une idée qui, en fait, va se solder par un échec géopolitique, parce que là où il y a des pays indépendants musulmans, ils ne tiennent pas à passer sous l'autorité musulmane, et là où il n'y a plus d'indépendance, mon Dieu, ben, il n'y a plus d'indépendance, donc il n'y a plus non plus le moyen de se rallier au sultan. Mais cette idée qu'il y a un seul monde musulman et qu'il doit résister à l'Occident, elle va progressivement entrer dans les consciences, et c'est à partir de là que l'on verra naître ce phénomène de l'époque moderne qu'on appelle l'islamisme, c'est-à-dire une sorte de réaction ou de révolution islamique contre la domination occidentale. Le deuxième phénomène qui touche surtout le monde ottoman proprement dit, c'est ce qu'on appelle le panturquisme, c'est-à-dire l'idée que la race turque qui domine, la race et le peuple turc qui domine le monde ottoman, il est lié à toutes sortes de peuples turcs qui se trouvent dans l'Empire russe, ils sont passés sous la domination russe en Asie centrale, de peuples qui se trouvent également dans le domaine anglais, en Afghanistan, en Inde. Donc le panturquisme vise à reconstituer une sorte de nouvel empire de tous les pays turcs ou turcophones du monde, autour, si possible, de l'autorité ottomane, mais certains vont jusqu'à imaginer un panturquisme qui ne serait plus lié strictement à la Turquie ottomane, dont le centre pourrait être ailleurs. Enfin, le troisième mouvement de réaction, c'est le panisme, c'est-à-dire l'idée que tous les pays arabes doivent s'unir et ils doivent en fait faire leur unité nationale, à la fois contre les Turcs, donc se rendre indépendants des Turcs, mais aussi contre les Occidentaux. Il doit former un État-nation, de la même manière que l'Allemagne a formé un État-nation au XIXe siècle, que l'Italie a formé un État-nation au XIXe siècle, et que beaucoup d'autres pays européens aspirent à former des États-nations. Mais il n'en reste pas moins que la domination donc occidentale, elle est fondamentale, essentielle, et nous allons voir nous allons essayer de comprendre ce que cette domination entraîne sur le terrain. Premièrement,
Premièrement, le Proche-Orient, qui était loin de l'Occident, il fallait du temps pour un occidental pour atteindre le Proche-Orient, pour faire un voyage au Proche-Orient, et à plus forte raison pour s'y installer. Le Proche-Orient se rapproche, je dirais presque géographiquement, de l'Occident. Il se rapproche comment? Eh bien, regardons ce que signifie la révolution dans les transports que j'évoquais il y a quelques instants, c'est-à-dire le passage de la navigation archaïque à une navigation à voile moderne, puis à une navigation à vapeur, et l'apparition également d'un réseau routier moderne, puis de chemin de fer moderne. Ben, la conséquence est la suivante, c'est qu'en 1798, l'année même où Napoléon Bonaparte débarque en Égypte, cette même année, un voyageur parti d'Ukraine, cela fait partie de l'Empire russe à ce moment-là, il s'agit d'un voyageur très célèbre, il s'agit de Rabbi Nachman de Braslav, une des figures les plus célèbres du chassidisme. Rabbi Nachman de Braslav a décidé de se rendre en Eretz Israël. Eh bien, il part du sud de l'Ukraine, il va voyager pendant 4 mois avant de pouvoir poser le pied sur le sol d'Eretz Israël à Haïfa en 1798. 4 mois, le voyage dure 4 mois. En 1827, l'année même de Navarin, d'autres voyageurs partent de Londres et ils décident de se rendre eux aussi à Jérusalem. Ces voyageurs sont des voyageurs tout à fait particuliers. Il s'agit de Moses Montefiore et de sa femme, c'est-à-dire de 2 personnes extraordinairement riches. Vous savez que Moses Montefiore sera le premier juif anglais anobli par la reine Victoria, et la raison pour laquelle il a été anobli par la reine Victoria, c'est que celle-ci, avant de devenir reine, était une orpheline, et c'est Montefiore qui avait été choisi pour être son banquier. C'était l'un des principaux banquiers de Londres, il avait été choisi pour être son banquier, et en tant que banquier, il avait joué une sorte de rôle de parrain pour la princesse, qui était très solitaire, très triste et très malheureuse, mais qui était devenue qui allait devenir en 1837, 10 ans après le premier voyage de Sir Moses, elle allait devenir la jeune reine Victoria. Donc, Moses Montefiore et son épouse sont parmi les Anglais les plus riches de cette époque, c'est-à-dire parmi les Européens les plus riches de cette époque, c'est-à-dire parmi les hommes et femmes les plus riches de cette époque. Ils ont tous les moyens de transport à leur service. Ils peuvent disposer de la protection de tous les États, même alors qu'il y a la guerre au Moyen-Orient, puisque nous sommes l'année même de Navarin. Eh bien, il faudra de Londres à Jérusalem 5 mois et demi au couple Montefiore pour arriver en Eretz Israël. Faisons un bond de 50 ans seulement, mais en 1880, il ne faut plus qu'une semaine en chemin de fer et en bateau pour des Juifs européens pour gagner Eretz Israël. Il ne faut plus qu'une semaine. Il y avait 4 mois ou 5 mois et demi, 50 ans plus tôt, désormais, il ne faut plus qu'une semaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, la terre d'Israël est devenue extrêmement proche. Et quand on arrive en Palestine, en terre d'Israël, si vous êtes chrétien, vous dites la Palestine, si vous êtes juif, vous dites la terre d'Israël. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, au fur et à mesure que l'on avance dans le 19e siècle,
on trouve un pays de plus en plus marqué par l'Occident, un pays où il y a désormais, par exemple, quand on arrive à Haïfa ou à Jaffa, des ports modernes, des pays où il y a des routes modernes qui sont tracées, notamment pour se rendre à Jérusalem, puis bientôt il y aura un chemin de fer pour se rendre à Jérusalem, il y aura des hôtels, des auberges modernes qui sont adaptés aux besoins des Occidentaux, il y aura des hôpitaux qui vont apporter toutes les protections de la médecine européenne. Alors les hôpitaux, c'est vraiment essentiel parce que je vous avais dit dans notre entretien précédent que la terre d'Israël était, depuis l'époque des Mamelouks, Bilad al-Maut, le pays de la mort. C'est surtout, bien entendu, la région côtière. Délibérément, cette région avait été abandonnée aux marais et on savait que là où il y avait des marais, il y avait la malaria, il y avait les fièvres, et ces fièvres empêchaient des envahisseurs étrangers de débarquer dans le pays. Mais ces fièvres aussi, au XIXe siècle, exerçaient une influence négative malgré tout sur les pèlerinages, sur l'arrivée de juifs, sur les tentatives de certains juifs de s'installer comme agriculteurs, de faire renaître une agriculture juive dans le pays. Or, il faut savoir, dans les années 1890, quelque chose d'extraordinaire se passe. Un Français qui s'appelle Charles Lavrant, ce Français qui a cherché à combattre la malaria en Algérie, territoire qui à ce moment-là est conquis et colonisé par les Français, Charles Lavrant prouve scientifiquement que le vecteur de la malaria, ce sont les moustiques, et que le moyen d'en finir avec la malaria, c'est en fait de détruire les moustiques. Et l'un des moyens de détruire les moustiques, c'est de détruire leur habitat. Leur habitat, ce sont les marais. Donc, en drainant les marais, eh bien, on supprime les moustiques. Et comme il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de malaria. Ça, c'est le miracle de la science et de la médecine occidentale. Et ce miracle va profiter, bien entendu, à tout le monde, mais il va profiter notamment à toutes les personnes qui viennent de l'Europe ou de l'Orient et qui décident de s'installer en terre d'Israël. Alors, qui va en profiter? Tout le monde va en profiter dans une certaine mesure. Ceux qui vont en profiter, certainement, ce sont les minorités chrétiennes de Palestine, ce qu'on peut appeler des Arabes chrétiens de Palestine. Il y en a qui appartiennent à toutes sortes d'églises. Comme ils se sont mis sous la protection des puissances occidentales, ils sont les premiers à profiter de l'implantation d'hôpitaux créés par les Occidentaux et gérés par des médecins occidentaux en terre d'Israël. La population chrétienne connaît un bond en avant tout au long du XXe siècle en terre d'Israël, en Palestine. Elle pourrait atteindre au début du XXe siècle à peu près 20% de la population totale. Mais qui va vraiment bénéficier d'une manière superlative de toutes ces transformations et toutes ces révolutions, eh bien, il faut bien dire que ce sont les Juifs. Les Juifs, ce n'est pas à vous que je vais apprendre, et je n'ai pas jugé nécessaire d'expliquer en détail pourquoi, les Juifs ont toujours gardé un lien extraordinairement fort avec Eretz Israël. Eretz Israël est resté virtuellement au cœur de leur vie, même lorsqu'ils ont été contraints à s'en éloigner. Il y a toujours eu des mouvements de Juifs qui cherchaient à se réinstaller en terre d'Israël, en terre de Kedusha, pour vivre plus profondément et plus complètement leur judaïsme. Je ne vais pas entrer ici dans des discussions complexes sur
vous savez, la doctrine des 3 serments qui se trouve dans le traité Ketubot et qui s'oppose, selon un certain nombre d'autorités, à un retour massif des Juifs avant l'ère messianique. Je ne vais pas entrer dans ce genre de discussion parce que la réalité historique, c'est qu'à chaque fois que les Juifs avaient le moyen de s'installer en Eretz Israël, eh bien, il y avait des groupes importants de Juifs qui s'installaient en Eretz Israël. Mais ces groupes étaient freinés par un certain nombre d'obstacles. Ils étaient freinés d'abord par la mauvaise volonté politique des puissances qui contrôlaient Eretz Israël. Ensuite, ils étaient freinés par le fait que le voyage vers Eretz Israël était long et dangereux. Et enfin, ils étaient freinés en Eretz Israël même par une situation sanitaire qui entraînait une très forte mortalité. Or, les révolutions diverses que nous venons d'évoquer sous l'influence de l'Occident font que tout d'un coup, les Juifs peuvent s'installer en nombre grandissant en Eretz Israël. Ils peuvent s'installer parce que politiquement, la puissance musulmane, la puissance ottomane, même si elle n'est pas très heureuse de leur arrivée en masse, en fait, ne peut pas faire grand-chose parce que les puissances occidentales, à ce moment-là, toutes, à l'exception peut-être de la Russie, toutes protègent d'une manière ou d'une autre les Juifs. C'est surtout le cas, bien entendu, de l'Angleterre et des États-Unis, mais à certains moments, l'Autriche ou l'Italie ou l'Allemagne vont eux aussi apporter, ou la France vont également apporter leur protection et leur soutien aux Juifs. Donc l'obstacle politique tombe. L'obstacle du voyage tombe également, puisque désormais le voyage, on va dire qu'il devient rapide et simple. Et enfin, l'obstacle sanitaire tombe, puisqu'on peut aller en Eretz Israël et continuer à y vivre. On n'est pas emporté tout de suite par la maladie, comme c'était souvent le cas avant. On peut entretenir l'espoir d'y vivre et donc d'y fonder une famille et donc d'y fonder une nation. Et alors, la progression juive en Eretz Israël est absolument extraordinaire. Les chiffres sont les suivants. En 1800, il y a à peu près 300 000 habitants dans ce que les Occidentaux appellent la Terre Sainte ou la Palestine, c'est-à-dire en gros l'Israël actuel, moins peut-être le Negev, et plus la Transjordanie, c'est-à-dire la partie ouest de la Jordanie actuelle. Eh bien, dans ce pays, il y a à peu près 300 000 habitants, et les Juifs, il y en a environ 10 000. C'est-à-dire que les Juifs forment 3 à 4% de la population. En 1900, 100 ans plus tard, la population globale de Eretz Israël, Terre Sainte, Palestine, les mots sont interchangeables, est passée à pas tout à fait 500 000 habitants et il y a désormais 50 000 juifs. En 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y a désormais plus de 500 000 habitants en Terre Sainte et il y a 90 000 juifs. C'est-à-dire que les juifs sont désormais pas loin de 20% d'une population globale en Terre Sainte. C'est une progression absolument extraordinaire. Cette progression, elle est encore plus spectaculaire à Jérusalem. Jérusalem est une ville où les Juifs forment une minorité substantielle, mais forment tout de même une simple minorité vers 1800. Ils constituent la majorité arithmétique de la ville dès les années 1840, c'est-à-dire qu'ils constituent le groupe communautaire le plus important, puis ils atteignent
la majorité absolue au tournant entre les années 1850 et les années 1870, et enfin vers 1890, ils vont atteindre la majorité des 2/3 et ils garderont la majorité des 2/3 avec des péripéties diverses. Ils garderont cette majorité, alors même que Jérusalem va connaître un développement démographique tout à fait considérable. Ils vont ils vont former donc les 2/3 de la population de Jérusalem. Le fait que Jérusalem soit, depuis, on va dire, la moitié, le milieu du XIXe siècle, une ville à majorité juive, est évidemment extrêmement perturbant pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens, parce que les chrétiens avaient plus ou moins le projet de refaire, je dirais, les croisades pacifiquement et simplement par l'effet de leur puissance évidente, mais ils avaient le sentiment qu'ils allaient refaire les croisades et qu'ils allaient reconstituer en quelque sorte un royaume de Jérusalem, une sorte de protectorat international de Jérusalem, et ils pensaient que Jérusalem allait redevenir en fait le centre du monde chrétien. Quand nous nous promenons aujourd'hui à Jérusalem, nous voyons les traces matérielles de ce projet chrétien sur Jérusalem par le très grand nombre de bâtiments somptueux, d'églises ou d'hôpitaux ou de bâtiments qui aujourd'hui ont un autre usage, mais qui étaient par exemple, des bureaux de poste, qui étaient des administrations et qui avaient été créées par les puissances chrétiennes à Jérusalem. Mais malgré tout, les Juifs étaient de plus en plus majoritaires. Et alors, c'est derrière cette réalité que se situe quelque chose qui va rester, qui plane toujours sur la géopolitique du Moyen-Orient, c'est l'idée d'une internationalisation de Jérusalem. Disons qu'en 1947, lorsque, à travers des péripéties que nous allons explorer ultérieurement, lorsque on va envisager de créer un État juif en Palestine, sur au moins une partie de la Palestine, il va y avoir un forcing de la plupart des pays chrétiens pour arracher Jérusalem à cet État. Et comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Eh bien, si on se limite à la municipalité de Jérusalem, on est forcé de la donner à l'État juif puisqu'il y a une majorité juive. Alors l'idée, c'est en fait de rattacher à Jérusalem un certain nombre de villages avoisinants qui ne sont pas juifs, qui sont peuplés d'Arabes musulmans ou quelquefois d'Arabes chrétiens. Et on crée ainsi, c'est ce qui était prévu dans le plan de partage de 1947, un corps séparé, corpus separatum de Jérusalem, sous contrôle international. Il est vrai qu'il ne devait rester sous contrôle international que pendant une certaine période de temps, et ensuite son statut devait être réexaminé, mais clairement, le but était de placer Jérusalem sous une administration internationale de manière à ce que Jérusalem ne soit pas une ville israélienne, ne soit pas rattachée à Israël. Et cet impératif-là, nous savons bien, nous reviendrons là-dessus, à quel point il continue à se situer à l'arrière-plan des discours de la plupart des diplomaties occidentales. Vous savez que ni la France, ni les États-Unis, ni l'Union européenne, en réalité, ne reconnaissent cette fameuse ligne verte de 1949 dont ils parlent tout le temps. Ils continuent en réalité à espérer un retour aux lignes de 47 et en tout cas, ils continuent à espérer que Jérusalem sera internationalisée sous leur contrôle ou sous leur influence.
nous allons continuer notre exploration des transformations d'Eretz Israël à partir de Napoléon. Il y a un autre versant, bien entendu, un autre versant humain à la réalité d'Eretz Israël, de la Palestine, de la Terre Sainte, appelons ça comme nous voulons. Et cet autre versant, ce sont des populations qui ne sont pas des populations juives, qui sont des populations dans une large mesure, mais pas toujours, arabophones, et dans une large mesure, mais pas toujours, musulmanes. Ces populations, appelons-les, pour simplifier les choses, les proto-palestiniens, essayons de comprendre exactement quel est leur caractère et comment on est passé d'un certain nombre de populations proto-palestiniennes à ce que l'on appelle aujourd'hui le peuple palestinien. Alors, je vais essayer comme cela de vous donner quelques dimensions de la réalité palestinienne. Je ne vais pas revenir sur la démographie, sauf sur un point. Le point, et ça c'est un point très important, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a un développement démographique juif en Palestine, celui-ci va susciter un développement démographique non juif en Palestine. C'est-à-dire que la présence massive de juifs en Palestine, la création de localités entières qui vont être des localités juives, va accélérer la modernisation et l'occidentalisation du pays, donc va créer du travail, va créer des conditions hygiéniques et sanitaires meilleures, et va agir comme un appel d'air pour les populations, un très grand nombre de populations musulmanes environnantes, non seulement des pays directement voisins, Liban, Syrie, Égypte, même de pays beaucoup plus lointains comme le Soudan ou l'Afrique du Nord ou même des régions plus éloignées en Asie centrale. Un véritable appel d'air. Donc, il y a d'une part une augmentation de la population proto-palestinienne qui tient à l'enrichissement du pays, qui tient au développement de son économie, mais qui tient aussi à une immigration considérable, parce que là où l'on peut vivre, là où on peut travailler, là où on peut manger, et là où on ne meurt pas de maladie, eh ben on y va. On y va. Il y a toujours des gens pour aller vers ces Eldorado. Ces Eldorado paraissent bien modestes par rapport à d'autres Eldorado, mais par rapport à la misère absolue, ils sont suffisants et donc beaucoup de populations vont être tentées d'immigrer en Palestine, en Terre Sainte, en terre d'Israël, parce que ce pays se développe grâce à l'arrivée massive des Juifs. Alors, les Palestiniens, on pourrait dire beaucoup de choses à propos des Palestiniens. Je vais commencer par essayer de voir quel grand groupe, quel groupe sociologique il peut y avoir dans cette population. Le premier groupe, ce sont les habitants les plus enracinés de la Palestine. Essentiellement, c'est ce qu'on va appeler les fellahim, les fellahs, les agriculteurs. Ce sont des populations parfois extrêmement anciennes qui habitent en général le haut pays, le harar, comme on dit en hébreu, parce qu'on ne pouvait pas vivre dans le bas pays, dans la shefela, comme on dit en hébreu, qui était le bilad al-maut, le pays de la mort. Donc, ils vivent généralement dans le haut pays. Ils pratiquent une agriculture assez archaïque. Il leur arrive très souvent, parfois, de passer
de la sédentarisation à la nomadisation, puis de la nomadisation à une resédentarisation, et par ce fait, beaucoup de villages peuvent avoir des liens de cousinage avec des tribus nomades, bédouines, qui transitent perpétuellement entre le Negev, le désert de Judée et les déserts de Transjordanie. Donc ça, c'est la population la plus ancienne, c'est, appelons-la, la population paysanne. La deuxième population, c'est la population des villes. Alors les villes ne sont pas très importantes, bien sûr, ce sont des bourgades de au mieux quelques dizaines de milliers d'habitants. Ce sont d'assez petites villes, mais il y a dans ces villes une population différente qui généralement est d'origine, je dirais, étrangère, c'est-à-dire que ce sont des familles qui se sont installées là, mais qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Syrie, qui viennent de Mésopotamie, qui viennent d'Iran, qui viennent d'Égypte, et qui gardent toujours des liens de famille avec le pays dont ils viennent, notamment par le biais de mariage. On se marie dans cette région du monde entre cousins et on va chercher des cousins chez les cousins, des cousines, on va chercher les cousines chez des cousins extrêmement éloignés qui vivent dans le pays d'où l'on vient. Ça ressemble beaucoup, bien sûr, à ce que nous savons des patriarches dans la Bible. Donc, cette population urbaine, elle est beaucoup plus riche, elle est très différente de la population des Félaïnes, elle, il faut bien dire, exploite les Félaïnes, et elle est constamment en contact avec le monde extérieur, alors que les Félaïnes sont totalement repliés sur eux-mêmes. Et enfin, il y a une troisième population, c'est ces fameux immigrants qui se multiplient au fur et à mesure que Eretz Israël, que la Judée, que la Palestine se modernisent. Ces fameux immigrants. Alors ces immigrants, ils viennent de partout, ils constituent un prolétariat souvent plus urbain qu'agricole, encore que parfois ils mènent à la fois deux types de professions. Pendant certaines saisons, ils travaillent dans des régions plus urbanisées, dans d'autres dans des régions plus agricoles. Il y a toutes sortes de gens qui sont arrivés. Par exemple, pendant la période où Mehemet Ali a contrôlé le Levant, il a voulu annexer le Levant et donc il a eu l'idée de coloniser la Palestine au sens propre, c'est-à-dire d'installer des colons, d'installer des paysans égyptiens dans la région. Et dans toutes les villes arabes palestiniennes, dans toutes les villes arabes d'Eretz Israël, vous avez des quartiers qui sont connus comme des quartiers misri. Il y en a à Naplouse, il y en a à Gaza, il y avait des quartiers de ce type à Jérusalem, misri, c'est-à-dire d'Égyptiens. Il y aura également d'autres populations, des gens qui viennent du Maghreb, de Bosnie, du Turkestan, lorsque celui-ci va être occupé par les Russes. Ils sont installés là par les Ottomans qui essaient par ce moyen de renforcer l'élément musulman en Palestine. Ils sentent bien que la Palestine est en train de leur échapper et ils essaient désespérément d'en garder le contrôle en facilitant l'installation d'immigrants. Alors, ces trois groupes sont extrêmement différents sociologiquement. Ils ne parlent même pas la même langue, ils ne parlent même pas le même dialecte. La bourgeoisie urbaine, par exemple, généralement connaît mieux l'arabe littéraire, tandis que c'est un arabe dialectal beaucoup plus influencé par les bédouins que vont parler les paysans. Quant aux gens de la plaine, eh bien, ils continuent à parler les dialectes de leur pays d'origine, en les mélangeant peu à peu aux dialectes locaux. Donc, nous avons des populations très, très différentes. Mais ce qui complique encore les choses, c'est que nous sommes au Moyen-Orient, et qu'au Moyen-Orient, comme vous savez,
l'État et la nation au sens européen n'a jamais existé. Donc la structure fondamentale de la société, c'est la famille. La famille élargie, c'est-à-dire le père de famille, ses fils, ses petits-enfants, voire ses arrière-petits-enfants, et aussi souvent les grands-parents ou arrière-grands-parents qui n'ont plus les moyens de travailler, et puis aussi des cousins plus pauvres qui se mettent sous la protection du chef de famille. Alors, cette famille élargie, ça s'appelle la maison, Al-Baït, ou ça s'appelle encore la famille Al-Aliya, Al-Aïla, et c'est vraiment la matrice, c'est la structure de base. C'est la structure de base. On appartient à sa famille. Si on n'a pas une famille au moins, on est totalement mort. Ensuite, une famille toute seule a du mal à survivre. Elle a besoin toujours de la coopération ou de la protection ou de l'aide ou de l'alliance d'autres familles. Pas nécessairement des voisins, parce qu'avec les voisins, on a souvent des conflits, mais avec les gens qui sont derrière les voisins. Donc il y a des alliances qui se créent et on crée peu à peu une super famille qu'on appelle le clan, la Khamoula, c'est le clan. Et l'idée, c'est que le clan est dirigé par généralement l'homme le plus riche, quelquefois l'homme le plus respectable de l'ensemble des familles, qu'on appelle généralement le vieux, le cheikh, c'est le vieux, et c'est lui qui dirige la Khamoula. Alors l'idée, c'est que tous les membres de la Khamoula cèdent entre eux, mais que en même temps, un membre d'une Khamoula doit loyauté absolue aux autres membres de la Khamoula, quelles que soient les circonstances. Et enfin, ces différents clans eux-mêmes éprouvent le besoin de se réunir en confédérations plus larges et donc elles forment des tribus. Alors les tribus, ash-sha'ir en arabe, ces tribus sont diverses et variées. De toute manière, les tribus ne sont pas fixes, elles existent un certain temps et puis elles peuvent se désintégrer, se reconstituer. Ce sont des choses extrêmement friables en quelque sorte. Mais l'important, c'est que on a besoin de ces structures. Si on n'a pas ces structures, on n'existe pas. Et ce sont les véritables structures politiques de ces populations pré-palestiniennes. Je mentionnerai tout de même une structure de plus. La structure de plus, elle est transversale. Elle est très importante. C'est pour les chrétiens, l'Église, mais surtout pour les musulmans, c'est ce qu'on appelle la confrérie. La confrérie, qui porte des noms différents, Ahawiya, ou bien Ikhwan, ou bien Tarika, c'est une sorte de, je dirais en termes, j'ai employé volontairement un terme hébreu, un terme juif, pour donner une image de ce que c'est. Disons que c'est une sorte de yeshiva, mais une yeshiva qui serait en même temps une structure politique et même une structure militaire. La confrérie, elle est réunie autour d'un homme pieux qui enseigne la loi musulmane, qui enseigne un certain chemin, tarika, de la foi musulmane, et qui prélève à ce titre le zakat, c'est-à-dire la dîme, le maaser musulman, donc dispose d'une force économique qui va donc porter de l'aide à toutes les personnes qui viennent le trouver, quelle que soit leur tribu, quel que soit leur clan, quelle que soit leur famille. Et dans certaines circonstances, ces leaders religieux qui dirigent une confrérie, ces leaders religieux ont tellement de prestige que la confrérie va, en quelque sorte, se superposer aux structures claniques que je viens de mentionner. Lorsque ce petit monde de familles, de clans, de tribus, quand ce petit monde essaie de réfléchir au monde plus vaste qui l'entoure, eh bien, il n'a pas de repère extrêmement clair. Bon, il est clair, il y a l'idée, il y a le sultan. Il y a le sultan. Sultan, ça veut dire simplement le pouvoir.
il y a un homme très puissant, c'est le sultan turc. Il a apparemment des soldats, il a apparemment une armée, il a le moyen de forcer les gens à lui obéir, mais on sait bien, on a compris vaguement aussi que, oulala, c'est pas si simple que ça, parce que les Européens ont l'air d'être aussi puissants que lui en réalité. Mais enfin, tout de même, il y a le sultan. Alors, tant que le sultan est le sultan calife, bon, on est plus ou moins fidèle au sultan, mais il y a en même temps le sentiment, par exemple, chez tous ceux qui parlent arabe et non turc, eh bien qu'il y a une espèce de patrie de tous ceux qui parlent arabe, le Watan al-Arab, la patrie des Arabes. Il y a aussi ceux qui ont le sentiment, la mémoire que toute la région du Levant, c'est-à-dire la Syrie, la Palestine, le Liban, ça forme aussi un pays qui a son identité, une identité plus géographique qu'autre chose. Alors, c'est connu sous le nom de Bilad, le pays, Bilad Hacham, le pays du Levant, Bilad Hacham. Ou parfois encore, il y a des gens qui ont le sentiment que finalement le sud du Cham, le sud du Levant, c'est-à-dire en gros la Palestine, la Terre Sainte, comme les Occidentaux et les Juifs la voient, eh bien, ça a aussi une personnalité en soi. Alors, on va parler de Watan al-Souria Junaidia, le pays de la Syrie du Sud. Mais ces notions sont des notions extrêmement vagues et qui n'ont pas de grande signification politique. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais notez ce nom, c'est un très grand historien du monde palestinien, lui-même arabe palestinien, qui s'appelle Mohamed Mouslir, qui l'a très bien expliqué dans un livre magistral publié il y a une trentaine d'années qui s'appelle les origines du nationalisme palestinien. Mohamed Mouslir, je vous recommande la lecture de cet expert. Alors, nous allons nous arrêter aujourd'hui parce que nos leçons ne durent qu'une heure, mais nous allons essayer de nous résumer. Nous allons essayer de nous résumer de la manière suivante. Comment on définit une nation? Alors, toutes les nations ne se définissent pas de la même manière. Il y a des nations qui se définissent par une homogénéité absolue, et il y a d'autres nations qui sont plus hétérogènes. Je vais essayer de voir les différents critères qu'on retient habituellement pour définir une nation. Par exemple, souvent, on dit qu'une nation se définit par une langue. Par exemple, les Français parlent français. Bon, d'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas français qui parlent français. Il y a des Belges, des Suisses ou des Québécois qui ne parlent pas français sans parler des francophones d'Afrique. Alors, d'accord, le français définit la nation française, mais il y a peut-être d'autres critères. Alors, il y a un deuxième critère, c'est la religion. Il y a des pays où, effectivement, tout le monde a la même religion. Par exemple, aujourd'hui, en Pologne, ce n'était pas le cas autrefois, mais aujourd'hui, en Pologne, 99% des Polonais sont catholiques. De même, une très grande partie des Irlandais sont catholiques. De même, la plus grande partie des Scandinaves, sauf les immigrants installés en Scandinavie depuis 30 à 40 ans, généralement sont protestants luthériens. Donc, la religion peut être un critère. Ensuite, la culture peut être un critère, c'est-à-dire que il y a une manière de vivre propre aux Français, aux Américains, aux Anglais, et ce n'est pas la même manière de vivre que leurs voisins immédiats, même s'ils parlent la même langue. Il y a de grandes différences culturelles entre les Anglais et les Américains, par exemple, bien qu'en principe, ils parlent la même langue. Il y a un autre critère, on va appeler cela l'enracinement historique. Lorsque des mêmes populations ont une très grande habitude d'avoir vécu ensemble les mêmes événements, ils ont une mémoire commune. Même s'ils sont diversifiés, même s'ils ne parlent pas tous la même langue, même s'ils n'ont pas tous la même religion, ils ont au moins la mémoire d'avoir vécu ensemble pendant de longues générations. Alors ça compte beaucoup. Et puis enfin, il y a l'homogénéité anthropologique. Alors ça, c'est un dernier point. Parfois, une nation se définit par la race. Par exemple, lorsque les Noirs, les esclaves noirs de Haïti
se révoltent contre leur maître blanc, ils créent une nouvelle nation en chassant leur maître blanc, et donc la base de la nouvelle nation, c'est le fait de ne pas être blanc, c'est le fait d'être noir. C'est ainsi que Haïti est la première république noire indépendante du monde caraïbe. Alors nous allons essayer d'appliquer ces différents critères aux proto-palestiniens et aux proto-israéliens. Est-ce que les proto-palestiniens ont une langue qui n'est qu'à eux? Évidemment non, puisque la plupart parlent arabe, mais ils parlent le même arabe que parlent d'autres populations arabes, les Arabes de Syrie proprement dite, les Arabes du Liban, les Arabes d'Irak, les Arabes d'Arabie, les Arabes du Yémen, les Arabes du Golfe, les Arabes d'Égypte, les Arabes d'Afrique du Nord. Est-ce qu'ils ont une religion qui n'est qu'à eux? Non. Même si on va admettre que on va passer sur les différences qu'il y a entre différents groupes musulmans, il n'en reste pas moins que l'islam que pratiquent la plupart des proto-palestiniens, à exception faite d'une minorité chrétienne, ou de diverses minorités chrétiennes, donc cet islam, c'est le même islam que l'on pratique dans l'ensemble des autres pays musulmans. Donc il n'y a pas d'identité palestinienne ou proto-palestinienne définie par une religion particulière. Est-ce qu'ils ont une culture tout à fait particulière? On pourrait presque dire oui, sauf que c'est la même culture, en fait, que le reste de la région levantine. Il n'y a pas de grande différence sur le plan culinaire, par exemple, ou sur le plan de l'habillement entre les Arabes de la Terre Sainte et ceux des autres régions du Levant. Est-ce que ces proto-palestiniens ont enfin une mémoire collective ou une homogénéité, on va dire, génétique? Ils n'ont pas nécessairement une mémoire collective parce que je viens de vous expliquer que c'est une population assez hétérogène et il y a au moins un très grand nombre de ces Arabes proto-palestiniens qui sont des immigrants relativement récents. Donc leur mémoire se dirige vers d'autres régions, d'autres pays de la région. Enfin, génétiquement, racialement, quel que soit le mot qu'il faille employer, ce sont des mots un petit peu dangereux, mais qui correspondent à des réalités. Là encore, la plus grande diversité va exister, la plus grande hétérogénéité. En revanche, quand on regarde les proto-israéliens, alors, est-ce qu'ils ont une langue qui n'est qu'à eux? Une langue qui les définirait de manière crédible? Eh bien oui. Alors évidemment, c'est l'hébreu, c'est une langue religieuse, ils parlent aussi d'autres langues, y compris des judéo-langues comme le yiddish, c'est-à-dire des langues qui sont devenues des espèces d'idiomes proprement juifs. Mais tous parlent l'hébreu, c'est la langue de la religion, c'est la langue de l'étude, c'est la langue, on va dire, de la culture, et cela va bientôt devenir une véritable langue vernaculaire, une langue parlée, une langue courante, une langue usuelle, et cette langue n'appartient qu'aux Juifs. Donc, les proto-israéliens se définissent comme une proto-nation par la langue. Religion, ils ont une religion, ils la pratiquent ou ils ne la pratiquent pas, mais ils ont une religion, et cette religion n'appartient qu'à eux et aux autres Juifs dans le monde. Donc là, cela renforce l'homogénéité et la crédibilité de ce peuple en tant que nation ou proto-nation. Est-ce qu'ils ont une culture? Oui, ils ont une culture qui est généralement dérivée à la fois de la religion et d'un certain nombre d'expériences historiques. Bien sûr, c'est une culture qui est diversifiée, mais il y a un fond commun extrêmement important. Est-ce qu'ils ont un enracinement? Ils ont un enracinement, alors on a un enracinement superlatif dans l'immense mémoire collective juive qui embrasse tout le peuple juif. Est-ce qu'ils sont homogènes sur le plan
génétique, sur le plan anthropologique, absolument. Nous avons vu à quel point l'homogénéité anthropologique juive était beaucoup plus poussée en dépit des différences entre orientaux, occidentaux, ashkénazes, séfarades qu'on l'a cru. Et ceci est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc, nous allons conclure en disant que il y a peu d'éléments qui permettent de présenter les proto-palestiniens comme une proto-nation. Il y a énormément d'éléments qui permettent de présenter les proto-israéliens comme une proto-nation. Nous nous arrêtons là parce que je crois que nous sommes allés vraiment assez loin du point de vue de notre horaire et nous allons aborder la suite des événements la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. J'ai quand même une question que je dois poser. Est-ce que la définition du mot nation, est-ce qu'elle est quand même reliée à un territoire ou non? Vous savez, nation ce n'est pas un terme scientifique. Ce n'est pas un terme scientifique. D'abord, d'une culture à l'autre et d'une langue à l'autre, le mot nation peut signifier tout à fait autre chose. Mais disons que sociologiquement, anthropologiquement, on est d'accord pour dire que les différents critères que je viens de mentionner sont constitutifs d'une nation. Maintenant, pourquoi je n'ai pas parlé du territoire? Le territoire, bien sûr, à première vue, est important, mais le territoire, tout de même, n'est pas absolument déterminant parce que beaucoup de nations ont vécu, si j'ose dire, en archipel. Je vais vous donner des exemples européens. Je vais vous donner des exemples européens, et peut-être qu'ils seront un petit peu plus parlants pour nous. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle la Hongrie. Nous voyons à peu près sa place au cœur de l'Europe, nous voyons à peu près son territoire, nous voyons les pays qui le bordent. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des minorités hongroises dans un certain nombre de pays voisins. Vous avez une minorité hongroise très importante en Serbie du Nord, et vous avez une minorité hongroise encore plus importante en Roumanie. Et il y a perpétuellement des revendications en Hongrie en faveur d'une plus grande autonomie des magyarophones, des gens qui parlent hongrois, mais qui se trouvent dans ces pays voisins. Les ultranationalistes hongrois vont même jusqu'à préconiser le rassemblement dans un seul pays de toutes les populations hongroises, mais la grande difficulté, c'est que les minorités hongroises qui se trouvent par exemple en Roumanie ne sont pas en continuité territoriale avec les Hongrois de Hongrie. Donc, nous voyons que la question du territoire, bien qu'une nation, dans une certaine mesure, oui, finit par coïncider souvent à un territoire, une nation ne correspond pas nécessairement entièrement à un territoire. Regardez encore une fois le cas de la France que j'évoquais tout à l'heure. Oui, en principe, le français est la langue de la France, mais nous savons que jusqu'à ce que l'instruction publique obligatoire soit instaurée à la fin du XIXe siècle, des régions entières en France, au niveau populaire, parlaient d'autres langues. Ils parlaient ce qu'on appelait le patois, mais qui était en fait l'occitan dans le Midi. Ils parlaient le breton dans une partie de la Bretagne. Ils parlaient le corse en Corse. Ils parlaient le catalan dans le Roussillon. Inversement, il y avait des francophones en Belgique, et il y en a toujours, des francophones en Italie, ce sont les habitants du Val d'Aoste, des francophones en Suisse, il y en a toujours, et je ne parle pas des francophones qui se trouvent loin, qui se trouvent au Québec, ou même des populations africaines francophones. Donc, nous voyons que
la langue n'est pas suffisante et que le territoire lui-même n'est pas suffisant puisque l'État français, en tant que frontière française, ne recoupe pas nécessairement l'aire linguistique française. On pourrait multiplier les exemples de ce genre. Songez à la Russie d'aujourd'hui qui déclare tout simplement que toutes les minorités russes qui vivent en dehors de la Russie actuelle, en fait, font partie de la Russie. Et c'est au nom de ce principe que les Russes, aujourd'hui, ont annexé la Crimée, excusez-moi, pas la Corée évidemment, mais la Crimée, et prétendent annexer une partie de l'Ukraine. La question du territoire est une question extrêmement difficile. Je dirais que oui, le territoire est constitutif d'une nation, mais que il ne l'est pas absolument. Il y a des nations qui ne correspondent pas à des territoires, et il y a des nations qui ont été séparées du territoire qu'ils revendiquent en tant que tel, qui ont virtualisé leur territoire. Évidemment, ces nations ont une possibilité de se reconstituer sur ce territoire si les conditions s'y prêtent, et ça aura été le cas des Juifs au XIXe siècle et au XXe siècle. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, Nathan, Aura, Cathy? On a d'autres qui étaient là qui sont partis. Des questions? Top. Alors, merci beaucoup, M. Gurfinkel. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec le Rav Klink. On continuera notre série de conférences de Adam à Abraham. Et M. Gurfinkel, on pourra faire le cours la semaine prochaine, même si c'est Hanouka, vous êtes disponible? Ah, c'est déjà Hanouka. Oh là là. Oui. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, alors vous me direz par mail. Je vous dirai par mail. J'avais complètement zappé. Ça avance vite. Entendu. À très bientôt. Alors, merci beaucoup. Les cours sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur fr.linmod.org. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.